Je vous propose de commencer ce webinaire. Alors, merci aux participants et merci aux invités aussi. C'est un 5e webinaire organisé par l'Ordre des architectes de Normandie sur la thématique alternative énergétique et conception de bâtiments. Il fait notamment partie de la programmation de chantier commun de la Maison d'architecture de Caen, territoire pionnier. L'objectif est d'aborder aujourd'hui les problématiques de la réduction de la consommation d'énergie dans la construction de bâtiments, démarche incontournable pour atteindre les objectifs de durabilité et de réduction des émissions carbone. Pour ce faire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Merci. Pour ce faire, on explorera les stratégies d'efficacité énergétique et de conception pour la construction d'une cellule commerciale à usage de bar tabac presse à Foligny dans le département de la Manche. Ce sera un regard croisé entre une architecte Véronique Jandel de l'agence d'architecture Véronique Jandel Architecte, maître d'œuvre du bâtiment, un ingénieur Aurélien Richard des 7 Vents, co-AMO de l'opération pour la partie qualité environnementale du bâtiment, et le maître d'ouvrage de l'opération, David Bonjour, en qualité de premier adjoint de la commune de Foligny et commanditaire de l'opération. Alors, quelques questions en préambule pour vous lancer un peu, vous échauffer. Quelle programmation architecturale et quels objectifs de performance énergétique de départ avaient été souhaités par la maîtrise d'ouvrage? Quels partis pris ont été choisis en réponse par l'architecte en matière d'orientation constructive et de choix de matériaux pour atteindre les objectifs de performance? Et quels sont les éléments décisifs de l'ingénieur et de l'architecte qui se sont croisés et qui ont influencé les choix de conception et de mise en œuvre? Eh bien, chers invités, je vous laisse la parole. Alors, oui, David. je vais commencer. Ouais. Okay. Bonsoir à tous. Donc, David Bonjour, le premier adjoint à la mairie de Foligny. Oui, donc ce projet, on le travaille depuis l'été 2020. En fait, nous avons actuellement un dernier commerce à Foligny, qui est un bar tabac. Donc, ce dernier était à vendre. La mairie a préempté pour pouvoir garder ce dernier commerce et surtout garder la licence au sein de la commune. On s'est vite rendu compte que ce lieu n'était plus favorable au nouveau mode de vie aujourd'hui, et notamment, je pense, au colis qui prend de plus en plus d'ampleur. Les lieux sont assez exigus, l'accessibilité handicapée n'y est pas, il n'y a pas de sécurité incendie, etc. Donc, on a vite décidé, nous, de faire une faisabilité pour construire un nouveau lieu, voilà, un nouveau lieu multiservice répondant à tous. Donc moi, j'étais parti pris dans un bâtiment durable. J'avais un conseil municipal très novice dans le domaine. J'avais tout de suite ciblé les curseurs par rapport aux cibles HQE. Pour ceux que ça parle, les 14 cibles. Donc, j'avais émis les 14 cibles et on avait essayé de mettre les curseurs au plus haut parmi ces 14 cibles. Donc, l'idée n'était pas de retenir ces 14 cibles, mais d'être très performant à un maximum de cibles. Donc, on a fait la faisabilité et très vite, on a pris attache aux 7 vents et on a eu Aurélien Richard qui nous a aiguillés pour faire toute la programmation environnementale et technique avant de lancer un marché de maîtrise d'œuvre. Voilà. Tu veux que j'intervienne? Si tu veux, Aurélien, tu peux continuer. Oui, on va expliquer un petit peu. Alors, je ne sais pas, Muriel, si tu peux montrer un petit peu les slides. Là, j'avais fait quelques slides pour expliquer un petit peu, nous, comment est-ce qu'on intervient sur un projet, sachant que ce n'est pas un rôle qui est présent sur tous les projets. Hein. Le programmiste classique, pour définir le nombre de pièces, la surface, l'équipement, on retrouve ça classiquement sur un projet. Un assistant maître d'ouvrage environnemental, c'est pas toujours le cas, loin s'en faut. L'idée en tant qu'AMO environnemental, c'est de traduire un petit peu les besoins et les priorités du maître d'ouvrage en objectifs chiffrés, que ce soit une exigence on va dire, de moyens, quand on parle, je ne sais pas, d'une résistance de parois, qu'on parle d'un rendement minimum pour un système technique,
une exigence de résultat sur dire on veut que par rapport au niveau réglementaire, on veut atteindre tel niveau, on veut être à l'époque on était dans l'expérimentation plus c'est moins, donc on avait calé un niveau E3C2 sur le bâtiment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a été dans ce moment charnière, donc je refais un peu l'histoire de ce truc-là. Fin 2016, l'expérimentation en plus c'est moins se met en route pour préfigurer ce que serait la RE 2020. Avec au total, je pense que entre fin 2016 et puis jusqu'à 2020, il y a à peu près 1000 bâtiments qui vont rentrer dans cette expérimentation-là. Le but étant un petit peu d'essuyer les plâtres pour dire est-ce qu'il y a besoin de recaler ou pas certains critères, est-ce que la pondération des différents éléments est bien fait, est-ce que la surface de référence est la bonne, tout un tas de questions pour réussir à calibrer ce que serait la RE 2020. Si vous en avez un peu l'expérience, vous serez d'accord pour dire qu'elle n'est pas encore bien calibrée, mais on va dire que c'était un premier tir. Est-ce que, Muriel, tu peux… Ouais, donc dans le PowerPoint, je voudrais montrer un petit peu. Est-ce que c'est le bon? Ouais, celui que j'ai transmis pour le transfert là, dans le… Non, alors celui-là, c'est la faisabilité. Ouais, c'est bon, non, mais c'est bon, j'ai intégré ça là-dedans. Donc, ce qu'expliquait David, c'est que lui, c'est pas très commun, mais il a travaillé en amont avec le reste du conseil municipal pour définir un petit peu ce niveau de c'est pas chète. Tu as ça, non, dans le PowerPoint? Et sinon, je mets le mien. Est-ce que tu as ça? Non, c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre présentation PowerPoint. En gros, donc le conseil municipal avait déjà une idée assez claire d'à quel point il poussait les curseurs environnementaux donc dans ces différentes cibles qui vont concerner la qualité de l'air, le confort hygrothermique, effectivement la gestion de l'énergie, l'implantation du bâtiment. Enfin, voilà, ces 14 cibles-là, pour la plupart d'entre vous, sont connues au moins de nom. C'était dans un premier temps d'expliquer un petit peu l'implication, l'incidence de pousser ces curseurs-là à un certain niveau, et puis de faire en sorte que, évidemment, une enveloppe sur un projet, ce n'est pas illimité, et donc on est obligé de faire des choix, de faire des arbitrages, de dire qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant sur ce projet-là. De manière utopique, si le budget était limité, tous ces curseurs-là pourraient être au maximum, mais ce n'est pas le cas de tous les projets. Est-ce que, donc Muriel, tu peux essayer de le mettre en… Oui. Donc moi j'avais un truc qui était page 7 à partir du moment où on était sur le profil. Donc l'idée c'est de prioriser ces différentes thématiques et pour nous d'en expliquer de manière la plus pédagogique possible l'incidence que ça a sur le projet en termes de techniques constructives, en termes de finances, en termes d'entretien-maintenance, enfin tout ce qui va faire la vie d'un projet ou la phase de chantier, donc voilà, sur ce truc-là. Donc, ce qui avait été mis en évidence, des fois, il y a des gens qui viennent vers nous, des maîtres d'ouvrage qui viennent vers nous avec assez peu d'idées de ce qu'ils veulent. Soit ils veulent faire comme les copains, soit ils ont des idées de dire voilà, on veut un bâtiment qui ne consomme pas beaucoup. Enfin, voilà, la demande récurrente, c'est souvent lié à l'énergie et au coût d'exploitation qu'il y a derrière. Et notre boulot, c'est de traduire ça en éléments chiffrés, en fait, de dire sur quels critères on va verrouiller l'appel d'offres à destination des maîtres d'œuvre pour faire en sorte d'aboutir à un bâtiment qui tienne ses promesses en termes de performance énergétique et environnementale. Et donc là, la vision qui était déjà soulignée par la mairie de Foligny et que j'ai fait qu'appuyer dans le programme, c'était de partir déjà sur un choix des matériaux qui était clairement assumé sur une prédominance sur une ossature bois paille. Donc j'ai mis les bois terre-paille qui sont un peu le trio qu'on retrouve classiquement, vu qu'on est sur des enduits intérieurs terre et des enduits extérieurs chauds.
C'était une vision low-tech que moi, j'ai pas mal aimé. Il y a ce truc-là dans les campagnes de se dire on met tout un tas de machines en œuvre, de centrales double flux, de pompes à chaleur, avec une méconnaissance derrière de savoir comment on va pouvoir les entretenir, qui va pouvoir intervenir là-dessus. Et donc, on crée des beaux objets qui s'avèrent un peu décevants sur le long terme parce qu'on n'arrive pas à maintenir ces bâtiments à flot, on va dire. Muriel, c'est toi la maîtresse du temps, donc du coup, tu me coupes si jamais je suis trop long. Et puis, donc au-delà de cette vision plutôt low-tech, plutôt simple dans les systèmes qui étaient mis en œuvre, l'idée d'avoir une consommation énergétique faible, j'ai écrit dans une logique de coût global, c'est toujours l'idée dans la qualité environnementale du bâtiment de dire on troque un investissement certes un peu plus élevé, mais sur un coût global qui au final va être inférieur. Donc sur lequel on a nécessairement une vision qui n'est pas court-termiste. Dans l'absolu, on veut dire si je suis très court-termiste, je mets du radiateur électrique, j'aurai un investissement faible, mais j'aurai des coûts d'exploitation élevés. C'était un peu sortir de cette logique-là, d'avoir un bâtiment qui soit pensé sur le long terme avec une possibilité d'évolution. C'est pour ça, voilà, la volumétrie, le bâtiment tel qu'il a été créé, il répond aussi à ça. Mais c'était d'inscrire le bâtiment dans du plus long terme. Tu peux passer à la suivante. J'explique que la performance énergétique, bien évidemment, c'est pas uniquement dire voilà, on veut un bâtiment qui consomme peu, c'est dire ce que c'est que ce peu et mettre tout un tas de critères pour verrouiller un petit peu. Alors, on ne contraint pas le travail du maître d'œuvre et on ne se substitue pas au maître d'œuvre, mais on vient quand même placer des garde-fous dans le niveau de performance globale des éléments attendus et dans la cohérence de la réponse qui va être apportée. Donc, je vous donne des exemples sur la résistance des parois, sur des niveaux des exigences de résultats attendus. Actuellement, sur la RE 2020, nous, c'était RT 2012 et E plus C-, bien que le plus C-, c'était une démarche volontaire, donc ce n'était pas ça qui était contraignant. Sur des niveaux d'étanchéité à l'air, de perméabilité à l'air requis, sur une efficacité système par système. Donc voilà, on verrouille par tout un tas de chiffres, des fois qui vont être un peu obscurs, mais l'intérêt, c'est qu'en face, on trouve une équipe de maîtrise d'œuvre qui connaît ces critères-là et qui va proposer des solutions qui y répondent. De dire, si aujourd'hui, on demande je ne sais pas, de l'éclairage LED qui a une efficacité supérieure à 120 lumens par watt, on sait qu'on va exclure toute une catégorie de mauvais luminaires qu'on ne veut plus trop voir, en fait. On pousse un peu l'excellence dans domaine par domaine. Ça clôt pas la discussion et forcément, il y a des choses sur lesquelles on est obligé de revenir un peu, mais ça donne un petit peu un cadre général dans lequel évoluer. Le but du programme environnemental, c'est aussi forcément, la maîtrise d'œuvre, on ne fait pas que croire sur parole ce qu'elle propose et ce qu'elle annonce, c'est aussi une demande de rendu à des phases spécifiques dans la conception pour s'assurer que l'objectif va être tenu. Donc, de modélisation thermique dynamique, de calcul forcément réglementaire, je ne sais pas, au niveau phase chantier, d'une charte de chantier. Voilà, ce n'est pas forcément des éléments très complexes, mais c'est aussi de dire de quoi vous vous dotez pour assurer qu'au final, on arrivera à tenir nos engagements. Tu peux passer le suivant. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai expliqué pour expliquer les incidences du projet. Non, j'ai encore 2-3 petits trucs à en dire. Merci. Et puis, on se positionne en tant qu'experts environnementaux quant aux réponses apportées par la maîtrise d'œuvre. Donc, de valider ou de co-valider ou d'être le référent environnement-énergie du maître d'ouvrage pour savoir si la réponse apportée par le maître d'œuvre à une demande de la maîtrise d'ouvrage tient la route ou pas. Avec des échanges, hein, c'est pas linéaire, c'est pas sans aller-retour. Il y a des discussions sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire dans le cadre d'un projet. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est la richesse de ce truc-là.
Et nous, on est juste là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive et qu'il y ait une cohérence d'ensemble sur les réponses apportées. Et ça se cache, ça va jusqu'à un niveau de détail assez élevé. Ça veut dire que, par exemple, en phase pro DCE, on intervient, nous, sur la relecture des CCTP pour s'assurer que dans les petites lignes, je ne sais pas, le UG des vitrages, il est le bon, ou le facteur solaire, il est le bon, parce que des fois, sur un ou deux critères, on a une capacité à torpiller un projet qui peut être assez flagrant on l'a vu sur des projets, en fait. De dire, on oublie certains éléments, c'est une ligne ou deux lignes dans le CCTP, mais la qualité, la performance énergétique et environnementale finale du projet n'est plus la même. Donc voilà, nous, c'est cette vigilance-là qu'on apporte dans le cadre d'un projet. Voilà. Alors, moi, je vais poser une question. C'est comment on perçoit, comment la maîtrise d'ouvrage et un conseil municipal derrière perçoit un AMO environnemental et son travail? Alors, au tout début, c'était très compliqué. En fait, moi, j'avais mis une ligne de conduite avec 3 mots: social, économique et environnemental, pour ce projet. Vraiment, ces 3 mots-là, on les a gardés du début jusqu'à la fin. Social pour le lien entre les habitants. On a essayé de faire participer aussi la population. Évidemment, économique, parce que vous savez bien que les collectivités ont moins de financement. Voilà, les finances sont très restreintes et on essaye de trouver des économies, mais sur le long terme, et non pas de construire pas cher, mais de voir le bâtiment après une fois en vie qui ne consomme très peu. Et environnemental pour tout ce que Aurélien a dit. Et du coup, ces 14 cibles HQE ont permis vraiment d'être le socle pour expliquer au conseil, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, petites communes, et où on peut aller. Voilà, vraiment, la base pour le conseil a été les 14 cibles, avec la gestion, le confort, etc. Est-ce que j'ai répondu? Ouais. Oui. Est-ce que tu veux qu'on partage un document pour expliquer comment tu as pu comment dire, aiguiller le conseil municipal? Tout à fait, oui, oui, tu peux mettre le document où je mets les 14 cibles, effectivement, où je les présente. Ah, ça doit être celui-là. Haute qualité environnementale, non, je ne sais pas. Vers un bâtiment BEPOS, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok, alors, attends. Je partage. Hop. C'est bon? Voilà, ça c'est un peu le support que moi j'ai présenté au conseil. Voilà, on a longuement débattu sur ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait, l'image qu'on voulait véhiculer. Peut-être nous brosser un peu quand même le site, commencer, parce que Foligny, on est loin tous de connaître, et puis voilà. Oui, donc là, la photo, alors en contrebas, il y a la route principale, on est en centre-bourg, vous voyez sur donc là, c'est le petit verger en fait que la commune a acheté. Et en contrebas, donc, il y a le futur multiservice. Et là, le verger que vous voyez, la photo avec les arbres, va devenir public. Et c'était un terrain privé en centre-bourg. D'accord. Tu veux que je passe? Alors, Oui. comment vous avez organisé tout ça aussi? Il y a eu une communication externe, je suppose, du conseil. Voilà, il y a eu peut-être une communication aussi. Alors, communication interne à la mairie et communication aussi externe. Oui, alors interne jusqu'à Aurélien, en fait, tout l'été 2020, on a commencé, nous, à réfléchir à ce qu'on voulait. Vraiment, tout le conseil était unanime de mettre les curseurs au plus haut et d'avoir toujours cette ligne de conduite sociale, économique et environnementale. En fait, c'était vraiment les trois mots clés de notre projet. Donc voilà, donc bah, après tu peux passer. Ça, c'est tout ce que j'ai dit vers un bâtiment BEPOS. Voilà, et les 14 cibles. Voilà, donc les 14 cibles, en fait, on a fait plusieurs réunions et on a affiné. Donc moi, j'ai bien expliqué que les 14 cibles, il ne fallait pas forcément les mettre en très performantes, qu'il fallait qu'on cible dès le début qu'est-ce qu'on voulait et vers où on voulait aller. Et de ce travail-là, en fait, ouais.
Ouais, excuse-moi David, il y a Monsieur Gosselin qui levait la main. Alors je ne sais pas comment, Muriel, tu veux prendre les questions après seulement ou... Oui, je prends les questions après si ça ne te dérange pas, parce que Bon, là, bah, j'ai gardez 23 votre minutes. question, Monsieur Gosselin. En fait, voilà, donc on a affiné, nous, de ce qu'on souhaitait. Vous voyez bien que, par exemple, en éco-construction, le choix intégré, voilà, etc. Donc, de ce travail-là, nous, après, on a missionné Aurélien pour nous accompagner en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage. D'accord, donc là, vous avez fait un document pour expliquer Au au conseil, conseil voilà, municipal chaque tout à fait. cible et qu'ils puissent ensuite Ah ouais, avoir, bien, ça marche pas. et Cette scie. ensuite qu'ils puissent choisir les cibles sur lesquelles vous allez, comment vous les avez orientées par rapport aux cibles? Bah, par rapport à Foligny, par rapport au centre-bourg, par rapport au lieu que ça allait devenir. Euh, voilà, moi, il me semblait évident que l'insertion urbaine, par exemple, c'était une évidence. On ne pouvait pas se retrouver avec un toit plat, un cube en plein centre-bourg, par exemple. C'était inimaginable. Voilà, donc là, forcément, l'insertion urbaine, où on est à proximité d'église, dans un centre quand même bâti ancien. Voilà. Donc, pareil pour qu'est-ce qu'on avait mis en très performant? Bah, effectivement, le coût de maintenance. Moi, je pense que c'était vraiment le premier critère où se dire, Je reviens effectivement, on met à ça. Ouais. on met des moyens pour construire, mais il faut qu'on pense, une fois le bâtiment en vie, par ses coûts de fonctionnement et ses coûts de maintenance, puisque nous, à la mairie, on n'a pas forcément les employés communaux pour gérer ce bâtiment après. Et on était en pleine crise énergétique et on voulait que les futurs occupants de ce bâtiment ne se retrouvent pas avec des factures considérables une fois que le bâtiment était construit. Nous, c'était vraiment notre premier critère. C'était les coûts de maintenance après. D'accord. On va peut-être demander à l'architecte de nous présenter son projet, parce que là, on a fait un focus sur l'avant-projet. Véronique, Je peux, tu je veux peux, quoi? je Bonjour. peux, Bah, je on peux a juste qu'à faire, partir. Oui, voilà, Oui, je t'en ça prie, je sera t'en plus. prie. Oui, vas-y. je peux juste faire le lien. Quand on a ficelé le programme avec Aurélien et Catel Prigent pour le côté technique, on a lancé l'appel d'offres. On a lancé un appel d'offres avec une simple candidature et on a retenu 3 équipes où il y a eu une audition avec les 3 équipes et chaque équipe a présenté, a proposé ce qu'il souhaitait faire de ce multiservice et l'équipe de Véronique Jandel a été choisie à l'unanimité au sein du conseil. Les 3 équipes avaient proposé chacun un projet qui ne correspondait pas forcément à la faisabilité qui était mise dans le dossier de candidature. Donc voilà. D'accord. Véronique, le support Oui, ben, on peut rester. Oui, sur voilà. Ben, par exemple, là, ou celui d'avant, comme vous voulez. Oui, restons là-dessus. Donc, oui, comme dit David, en fait, on n'a pas suivi le programme hein, sur l'implantation du bâtiment. Mais ça, je pense que tous les architectes qui ont répondu avaient la même idée, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté d'abord de s'inscrire dans la typographie, dans la topologie urbaine, c'est-à-dire le village-rue, et d'autre part de conserver le verger qui existait déjà et de dire bon bah ça on n'y touche pas, c'est comme ça. Donc du coup, on a conservé le verger qui a une hauteur différente du parking existant, puisqu'en fait, on venait s'implanter sur une partie du parking, de fait, au lieu de s'implanter sur le verger. Et ça, assez rapidement, la mairie a accepté de dire ben, on va supprimer des places de parking, puisqu'ils ont tout de suite compris l'intérêt de conserver cette trame verte dans le village, puisqu'elle existe et ça fait un petit peu partie de Foligny, en fait, ce mélange bâti et paysage.
Donc la première chose, c'était de s'inscrire dans ce village rue, et la deuxième chose, d'avoir une prise en compte bioclimatique de conception. Donc, avec les deux, on est arrivé à proposer ce projet qui est dans l'alignement des autres maisons du centre-bourg, libère un espace vide sur 2 niveaux, qui est le niveau bas, parking actuel, mais on en a pris un petit peu plus pour faire une terrasse pour le futur bar, et le niveau verger, et avec une relation entre les deux, le plus facile possible, pour que ce soit vraiment un seul lieu, et qui fasse vis-à-vis avec le parvis de la mairie qui existait déjà. Donc là, Donc on voit voilà, exactement. Donc c'est ça un petit peu le schéma qu'on voit, une continuité de végétation qui fait un petit peu le caractère de Foligny, le vis-à-vis entre le bar et la mairie, et cette poche vide reconstituée par l'implantation du bâtiment. Ensuite, la deuxième chose, c'était par rapport du coup à la forme du bâtiment. Donc, on voulait faire un bâtiment qui soit le plus simple possible, comme ce qui existe actuellement, et en reprenant le vocabulaire. En fait, la première chose qu'on s'est dit, il faut que la toiture soit la même pente que les bâtiments qui ont le caractère autour de la cellule commerciale. Et ça fonctionne bien, parce que du coup, il y a une intégration qui s'est vraiment faite par par toutes ces toitures, qui sont quelque chose qui est très fort quand on arrive en fait sur Foligny. Ensuite, donc conception bioclimatique, donc façade sud. Là, ça se faisait assez facilement, parce que finalement, l'espace libre était au sud. Donc, on pouvait ouvrir toute une façade en faisant également une protection solaire côté sud, et garder quand même la façade principale face à la mairie sur la rue. Donc, ce qui a aussi été assez, qui a pesé, je pense, dans la décision de la mairie, c'est que nous, on a directement proposé une équipe architecte paysagiste, parce qu'on a vu l'intérêt qu'il y avait à intégrer la végétation et le verger existant dans le projet. Donc notre projet, en fait, il est travaillé sur 2 niveaux. Même avant, dans les premières esquisses, il allait même plus loin, et on a un petit peu coupé pour des raisons budgétaires. Mais en fait, il met en relation la partie basse de la place et la partie haute. Ça, on le verra après avec l'intérieur du projet. Donc en fait, on a tout fait pour ramener le maximum de surface perméable. On a créé une noue derrière, en enlevant de l'enrobé. Devant la terrasse, on a enlevé de l'enrobé existant pour mettre une surface perméable, et on a conservé entièrement le verger. Est-ce que ce petit croquis-là Oui, voilà, peut donc ce aider croquis, tout à la à fait. compréhension Voilà, de... donc on a le bar, hein, avec sa façade sud, qui fait face du coup à la place parking. Heu, donc le bar face à la mairie, et la partie potager en partie haute. Et donc du coup, là, c'est juste un petit croquis environnemental. Donc on voit la course du soleil, la terrasse au sud, avec une protection d'un des bords de toiture qu'on voit sur la 3D du bureau, non, du charpentier ou du bureau d'études charpente, je ne sais plus. Et voilà. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc, c'est un projet architecte paysagiste, mais également, il y a eu beaucoup de rapports en conception avec le bureau d'études structure, hein, qui était QSB.
et beaucoup de conception aussi avec le bureau d'études Coquière, hein. On va vous le présenter ensuite, par la suite sur justement les recherches de systèmes low-tech par rapport à la logique du bâtiment, etc. Donc on a beaucoup travaillé ensemble en fait. Voilà, c'était vraiment un travail en commun. Alors ensuite, désolée, j'ai mes écouteurs orange. Est-ce que tu nous expliques Oui. un peu les orientations constructives du coup et Oui, les matériaux voilà. employés? Donc, à la base, dans le programme, c'était charpente bois, isolation paille. Donc, eh ben, on est resté là-dessus. Ensuite, comme en fait notre implantation nous encastrait quand même un peu dans une pente, on a quand même des soubassements qu'on a essayé de minimiser pour essayer de minimiser en fait le béton et les matériaux en général. Du coup, on a quand même on a utilisé le béton, mais on l'a gardé apparent, que ce soit en dallage que en mur. Et ensuite, l'isolation, on l'a faite par l'extérieur pour que le béton reste dans ses qualités d'inertie du côté intérieur du bâtiment. Et l'isolation extérieure, on est parti avec du foam glace, qui est donc un matériau à base de verre recyclé. Donc à chaque fois qu'on réfléchissait, bon, quel matériau, la première chose, c'était d'essayer d'être le plus d'abord sobre et ensuite d'utiliser des matériaux qui soient issus du réemploi ou un matériau biosourcé. Donc la paille, le bois. Alors la paille, du coup, comme c'était un appel d'offres public, c'est l'entreprise Cruard qui a du coup construit toute la partie charpente. Donc la question se posait sur la proximité de l'apport de matériaux. Et en fait, bon, voilà, c'est là où on voit que quand on est en marché public, c'est pas toujours très simple. Donc, il fallait choisir entre prendre une paille à côté ou prendre une paille à côté, enfin, soit à côté du projet, soit à côté de l'atelier de l'entreprise Cruard. Donc, le plus logique, c'était de prendre la paille du côté de l'entreprise, de l'atelier de l'entreprise Cruard. Mais voilà, on se posait toutes ces questions au fil du projet et ensuite au fil de la construction elle-même, en fait. Il y a eu des évolutions, en fait, jusqu'à la fin. Voilà, on s'est permis ça et la maîtrise d'ouvrage était assez ouverte là-dessus. Donc ensuite, s'est posé la question de la couverture, par exemple. Donc, que mettre? Et en fait, bon, on a proposé le Tavaillon bois, parce que bon, nous on avait déjà étudié, moi j'avais déjà étudié ce matériau-là sur un autre projet, donc je connaissais et quand on a fait des comparaisons, ben, la tuile, l'ardoise et cetera. Et bon, l'ardoise ça aurait pu convenir puisque tous les bâtiments autour sont couverts en ardoise. Mais dans la mesure où le gisement en France avait été épuisé et que l'ardoise venait d'Espagne, on s'est dit: «Bon, peut-être que c'est là où il faut se dire, bah, mettons autre chose». Donc on a proposé une toiture en bardeau de châtaignier, en fendu. Alors il n'y a pas 36 000 entreprises qui posent ça et qui fabriquent ces bardeaux, mais voilà, il y en avait une dans l'Orne, avec qui on a travaillé pendant les études. On a échangé aussi à chaque fois avec les fournisseurs, et cetera, pendant les études et également avec des entreprises. Donc voilà. Ensuite, s'est posée la question de comment on couvre la paille. Donc par rapport à l'inertie, par rapport à l'hydrothermie, par rapport à tout ça, donc c'était des discussions toujours communes. Bon, bah, la terre, c'est évident qu'à l'intérieur, on ne pouvait pas faire mieux.
On ne savait pas encore où on allait prendre la terre, hein, voilà, parce qu'on ne savait pas trop si la terre du site conviendrait. Donc, bon, on avait juste dit de la terre. Et ensuite, côté extérieur, on s'est dit, ben, soyons sobres. Donc, recouvrons juste la paille avec un enduit. Donc, on est parti sur de l'enduit chaud-chauffe pour ne pas rajouter un pare-pluie, un pare-vapeur, un bardage, des tasseaux, etc. Bon. Ensuite, la question s'est posée de ramener un peu d'inertie à l'intérieur du bâtiment, on avait certes quelques soubassements en béton, le dallage béton, mais en fait, ça ne suffisait pas. Donc, on a proposé des briques de terre crue. Donc, ça, c'était assez facile d'imaginer ça. Ce qui a été moins facile, c'est que en fait, le mur qui pouvait être justement en briques de terre crue séparait la salle avec des locaux à risque et donc il fallait qu'elle soit coupe-feu. Du coup, ça complique toujours un peu les choses. Au début, on imaginait qu'on pouvait la prendre à côté ou la faire fabriquer, faire des ateliers, etc. Donc finalement, et ça, c'est là où rentre en compte tout le travail avec le bureau de contrôle. Là où il y a des choses qu'il faut tout de suite dire: «Bon, bah, non, on n'y arrivera pas, hop, on se simplifie, on garde quand même la brique de terre crue, mais elle viendra de Cycloterre à Sevran parce qu'ils ont un avis technique et qu'ils ont fait les essais coupe-feu». Donc voilà, on est parti là-dessus. Esthétiquement et de l'inertie, bah, c'est parfait. Donc voilà. Ensuite, s'était posé pendant les études la question de la ventilation et du chauffage. Et ça, en fait, on l'a pas eu tout de suite de changer ce qui était prévu au programme, c'est-à-dire, une ventilation double flux, et un chauffage, je me souviens plus ce que c'était, une PAC, je crois, Oui, c'était air je sais plus quoi. Bon, voilà. Et en fait, au fur et à mesure où on se disait: «Faut être sobre, faut essayer d'avoir le moins de matériaux, rapportés». On a très peu de cloisons, par exemple, ouais, les cloisons en fermacelle, il y en a très, très peu. On a quelques faux plafonds, mais c'est vraiment, pour, gérer les coupe-feux. Et du coup, on s'est dit, bon, la ventilation, avoir un gros moteur là-dessus. On avait prévu une mezzanine pour le poser et cetera et à un moment, on s'est dit, «Bah non, Heu, essayons de voir si on peut quand même pas faire de la ventilation naturelle». Bon, c'est pareil, moi je l'expérimentais, en même temps sur un autre projet en parallèle, donc du coup, ben, un projet nourrit un autre, hein et on a proposé un système, qui existe dans le commerce, qui est le Windcatcher. Donc là, c'est le bureau d'études Cocker qui a pris les choses en main et qui a réussi à voir si ça pouvait marcher et cetera. Parce que c'était pas non plus évident à la base, hein, puisqu'il y en avait pas 36 000 tourelles et que ça marche ou ça marche pas, quoi. Et du coup, et ben, ça fonctionnait, Aurélien a validé derrière avec les vérifications et cetera. Donc hop, la ventilation, alors pas pour la ventilation hygiénique, des sanitaires, hein, mais pour la ventilation, de la salle, hein. Donc c'est une double flux, on expliquera après et on a gardé quand même, des ouvertures de fenêtres, hein, avec, est-ouest, hein, pour pouvoir faire des balayages quand même, en plus. Ensuite, s'est posé la question du chauffage et là, on savait qu'il y aurait pas besoin de beaucoup chauffer. Il y a aussi, ce que c'est que ce bâtiment, c'est un bar tabac, l'esprit du bâtiment et cetera. Bon, on s'est dit: «Bon, essayons de chauffer le moins possible». On avait une super façade, au sud. On avait plus de vitrage qu'il n'aurait fallu. Donc on s'est dit: «Bon, ben, à ce moment-là, occultons, mais profitons quand même qu'il soit au sud pour essayer de faire un mur trombe». Donc là, c'est Arnaud du bureau d'études Cocker, je ne sais pas s'il est là, mais il pourrait nous expliquer exactement, puisque c'est lui qui s'en est Ouais. occupé et qui a créé la Je peux chose. expliquer un petit peu si tu as besoin. Oui, bah, on expliquera après, je vais juste finir, Ouais. l'aventure
Et du coup, pareil, ça rapportait un certain pourcentage qui permettait de chauffer un petit peu, de dépenser un peu moins en énergie. Donc ça a été validé. Et ensuite, on a proposé un poêle à bois. Et, et, et finalement, en fait, c'est passé. C'est passé parce que, en fait, il y a tellement besoin de peu de chauffage et qu'en plus, ça pouvait, par rapport au bar tabac, amener un esprit qui était plutôt dans l'esprit de la chose. Heu on est parti là-dessus et on a fait tous nos calculs avec ça et voilà. Alors on peut expliquer la ventilation peut-être, hein, naturelle par la Windcatcher et le Murtrom. Je te laisse, expliquer du coup Aurélien? À la Ouais, place on peut expliquer un petit peu d'Arnaud. ce point-là. Donc oui, nous, c'est vrai que dans dans le programme, on n'était pas parti bien en tête sur une ventilation naturelle, enfin de contraindre. De manière générale, on évite de contraindre une solution spécifique. Cette solution, pour moi, elle avait plusieurs avantages. Donc, c'est un système qui marche en dehors de l'activation des registres, des volets motorisés, qui marche pour le reste sans électricité, en fait. Il n'y a pas de, vous n'avez pas de ventilateur à l'intérieur, ça marche que par des différences de pression, par le fait que cette tourelle de section carrée, on va dire, est cloisonnée de manière à prendre les vents dominants. C'est un système à double flux quand même, dans le sens où, en fonction le cloisonnement, les quatre parties de la tourelle, il y a une partie du flux qui rentre par une partie de la tourelle et une autre partie qui en sort. Par contre, ce n'est pas un système double flux à récupération d'énergie. Soyons clairs, hein, ça fait rentrer, ça fait sortir l'air sur la base, des températures et d'une sonde CO2. Donc, en fonction du niveau de CO2 et donc de l'occupation de ce bar-là, il y a un asservissement avec du coup un débit d'air qui est plus élevé quand il y a plus de monde. Pareil, c'est un système qui est protégé de la pluie, donc il y a des capteurs de pluie qui fait que ça ferme un peu plus en cas de pluie. L'intérêt de ce système-là que moi je voyais, c'était de se dire on est dans un bar en base, donc ça rentre, ça sort. Si on était parti sur l'idée d'une ventilation double flux classique, la ventilation double flux, ça marche quand vous avez un bâtiment qui fonctionne porte fermée. Ça, c'est pas le fonctionnement classique d'un bar. Si tant est que la météo s'améliore un peu, on est généralement un peu plus porte ouverte. Donc, c'était tout à fait pertinent de partir là-dessus. L'idée du Murtrom, je pense que dans les nombreux architectes qu'il y a en public, c'est pas du tout une idée nouvelle, hein, c'est des années 60-70. Mais c'était l'idée de pouvoir bénéficier d'une zone de mur. Un mur en base, ce n'est qu'un élément déperditif. Un mur trombe, ça récupère de l'ordre de 150 kWh par mètre carré de surface pendant la saison de chauffe. Et donc, ça en fait un élément qui va venir aussi préchauffer l'air de la pièce. Ce mur trombe, alors que ce soit la Windcatcher ou le mur trombe, il y a un pilotage manuel, il y a un forçage manuel qui est possible si on veut prendre la main. Mais il y a un automatisme quand même qui est créé en fonction des températures intérieures, extérieures et quand on parle du mur trombe, de la partie entre le vitrage et le mur capteur à proprement parler. Le mur capteur, donc lui il est aussi fait en briques de terre crue, hein, comme on le voit là sur la photo. Bien évidemment, ça pose la question de dire en été, malgré le débord de toiture, on peut avoir un risque de surchauffe là-dedans. On a un registre motorisé qui permet d'évacuer la chaleur vers l'extérieur. Donc, on peut éviter de passer par le mur trombe au cœur de l'été. Le confort, hein, ça a été un gros sujet. Le confort hygrothermique dans le bâtiment, ça a été un sujet. Ça a fait l'objet de plusieurs modélisations thermodynamiques pour voir comment le bâtiment allait réagir.
faut pas surestimer les capacités d'une modélisation de ce point de vue-là. On est de plus en plus sûr que ça reflète mal ce qui se passe, notamment sur la régulation hygrothermique d'un mur en terre-paille. Il y a des choses qui, dans le modèle, nous échappent. S'il y a des fluides dans l'assemblée, ils pourront peut-être en parler, mais je pense que Cocker a peiné à décrire les systèmes dans la grille de ce qui peut se faire dans les logiciels et clairement dans la réglementation thermique. Dès que vous renseignez une ventilation naturelle ou dans ce cas-là une ventilation naturelle assistée, on sort un peu des cases et donc on sait qu'on va devoir faire un petit peu des raccourcis dans les modélisations pour essayer de décrire ce qui se passe. Et malgré ça, ce n'est pas toujours très, très satisfaisant. Donc c'est un peu le problème des solutions soit innovantes, soit qui sortent un peu des sentiers battus, on va dire. Voilà sur cet élément-là. Et donc sur le chauffage, l'idée d'un poêle à bois, ça nous paraissait assez en décalage par rapport à ce qu'on voit classiquement dans un bar, quoique dans le coin, il me semble que la lune rousse a encore sa cheminée. Mais en créer aussi un élément convivial plus cosy et sur lequel on a une relation plus affective qu'un radiateur ou qu'une PAC air, ça me paraissait important pour en faire un élément dans lequel on se sente bien et ça complétait un peu ça complète l'impression d'ensemble qu'on a quand on est dans ce bâtiment-là avec ses enduits d'air, ses fortes hauteurs, etc. Juste un dernier point sur les fortes hauteurs. Le bâtiment a des déstratificateurs d'air pour être sûr que voilà, on n'a pas une stratification de l'air sur lequel on se retrouvait avec des températures assez faibles proches du sol et puis tout l'air qui s'accumule sous la toiture. Il y a deux éléments qui renvoient l'air plus en direction des personnes. Enfin, on va dire au niveau où les personnes sont dans le bar. Voilà, tu veux prendre le relais Alors, moi, j'aurais voulu avoir un commentaire voilà, sur la version fin de chantier de Véronique et nous décrire un peu jusqu'à, tu nous disais, voilà, jusqu'au chantier, on s'est permis de changer des choses. Est-ce que tu peux Oui. nous commenter un peu ces éléments, ces paramètres qui ont été changés? Je voulais juste rajouter quelque chose et rebondir sur ce qu'avait dit Véronique tout à l'heure. En fait, pendant les études, nous, on a monté des dossiers de subvention à la mairie et on avait un objectif quand même pendant les études, au tout début des études, d'avoir un objectif E3C2. Donc cet objectif-là, on est arrivé à l'avant-projet définitif avec des ardoises. Et comme l'a évoqué Véronique, il s'est avéré que les ardoises, elles provenaient d'Espagne ou de Portugal. Et ça faisait chuter notre indice carbone. Terriblement. Et du coup, les subventions, avec cet objectif E3C2, on avait une bonification, et notamment de la région Normandie, où on risquait de perdre 20% de la subvention parce qu'on passait du E3C2 au E3C1. Donc, on a été un peu obligé de passer, pour garder cette performance, de passer tout de suite en châtaignier et en tabaillon bois. Voilà, c'était la nuance, voilà. Donc l'ardoise, en fait, a vite été effacée et un peu plus, je ne sais pas si Aurélien t'en avait parlé, mais par rapport au low-tech, on était parti aussi sur de l'ardoise naturelle et des panneaux photovoltaïques. Oui, tout à fait. J'allais évoquer ce truc-là, mais qui n'est pas passé vis-à-vis du bureau de contrôle, si je me souviens bien. Voilà. L'association d'une toiture isolée en boîte de paille et le photovoltaïque qui allait être direct au-dessus, en fait. Ce point-là n'est pas passé, donc il y a eu un petit recul là-dessus. Véronique, tu as disparu? Véronique?
Ah, bon, bah, c'est pas grave, je peux combler pendant ce temps-là sur certains éléments là, qui ont été apportés. Oui, je disais il y avait eu pas mal de changes sur la simulation thermodynamique pour en faire un bâtiment qui est confortable. Euh, Ce point-là est important qu'on le modélise parce que on voit de plus en plus que les calculs réglementaires peinent de plus en plus à refléter la réalité d'un bâtiment. Sur tout un tas de paramètres, sur le fait qu'on continue à prendre des données climatiques qui sont dans des macro-zones thermiques qui ne reflètent pas du tout le fichier météo du coin, qu'on continue de prendre des données sur des moyennes des 30 dernières années. Or, on voit que le glissement des températures fait qu'on ne sait pas bien ce que ça nous prépare. Et donc, pourtant, je suis ingénieur, mais plus j'avance et plus je me détache un peu des calculs thermiques pour regarder ce qu'on fait réellement à l'intérieur d'un bâtiment. C'est s'éloigner un petit peu des chiffres pour retrouver un peu de bon sens dans ce qui est proposé, même si on a du mal, encore une fois, à le valoriser par le biais des calculs thermiques. Est-ce que, David, l'ouverture se fait quand? Alors, on fait la réception le 5 avril et normalement, il y a un déménagement dans la foulée. Et, Euh, et l'inauguration est le 26 avril. D'accord. Vous pouvez nous parler un peu des espaces extérieurs? Je crois que ça a joué quand même un rôle important aussi dans notamment l'aménagement des matériaux qui rendent les espaces perméables, peut-être un albédo clair pour certains matériaux, ou comment vous avez vu? Exactement. Alors, l'idée, c'était de garder tous les fruitiers qu'il y avait déjà sur place, de replanter dans la même veine. Donc, on a planté des vignes, on a planté un autre fruitier, de garder évidemment tous les sols perméables et d'enlever le goudron au maximum. Donc, effectivement, on a enlevé la terrasse, c'est en sol entièrement perméable. Donc, on voit la photo là devant. Et là, l'aménagement du petit verger est en cours. Donc, l'idée, c'est que même quand le bar est fermé, que l'accès au petit verger se fasse tous les jours. Voilà, qu'il y ait une ouverture dans le bourg de ce petit verger qui soit accessible à tout le monde. Même l'accessibilité handicapée a été pensée, puisque derrière le bâtiment où il y a la noue, il y a une passerelle où on pourra accéder par le jardin. Voilà, deux transats ont été positionnés face au clocher, côté sud, voilà, pour que ça réponde à tous, à toute la population, que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens. Et l'idée de la terrasse, c'était de permettre aussi aux gens d'en profiter. Est-ce que l'idée du food truck est encore, est Tout à encore... fait, oui. Tout à fait, il y aura un emplacement pour le food truck. En fait, il y a trois arbres qui sont positionnés devant le bar. Donc, ces trois arbres-là ont été aussi pensés et réfléchis par un paysagiste. Ce sont des arbres avec des feuilles caduques. Donc, l'hiver, pour permettre au soleil de rentrer dans le bâtiment et l'été, de donner de l'ombre à la terrasse. Et le food truck se trouve donc juste devant ces arbres-là. En fait, on perd que 2 places de parking. On en avait 11. Aujourd'hui, on en aura 9 avec un positionnement différent de ce qu'il y avait avant et avec un emplacement food truck. Vous avez aujourd'hui un preneur, un locataire, quelqu'un qui va faire l'animation, qui l'a déjà visité. Comment ça se passe Oui, aujourd'hui, ce lieu, comment il va alors vivre? Alors aujourd'hui, donc on a un bar tabac qui est existant dans le bourg. La personne qui est en place fait le déménagement. Pour raison personnelle, elle part dans quelques mois, elle part fin août. Donc nous, on a lancé une candidature pour une reprise de ce bâtiment en début d'année. On a reçu plus de 20 candidatures sur SOS Village. On a mis une annonce sur SOS Village euh, sur le site de tf1.fr. On a reçu des gens qui sont tout à fait à même à ce que
ce lieu devienne vraiment multiservice, réponde aux besoins de la population de 7 à 77 ans. Et le but, c'est que ce soit au-delà d'un bar tabac, que ça réponde à plein de services. Nous, on l'a souvent évoqué avec Véronique, l'architecte, il faut que ce lieu soit la boîte à outils de Foligny, qu'elle réponde à multiservices, c'est-à-dire que ça va faire bar tabac, presse, ils vont aussi faire du snacking le midi, puisqu'on a à peu près entre 2000 et 3000 passages véhicules par jour dans le centre-bourg. Et actuellement, on n'a plus de boulangerie. La boulangerie vient de fermer, donc le snacking va être opportun, mais également des animations avec les associations. Ça peut être un match de foot. Il y aura un endroit aussi pour mettre en place des soirées-concerts et autres festivités. Et ce lieu aussi est propice, il y a un espace coworking, donc il peut être aussi tiers-lieu, organiser des réunions. Voilà. En fait, ce lieu, on l'a pensé pour qu'il soit ouvert à tous et qu'il réponde au plus grand nombre. Bon, je crois que c'est le moment où on va arrêter le partage et donner la parole au public. Voilà, je vous laisse donner vos questions. Alors, il y a déjà des questions là dans le chat. Sur l'acoustique, j'aurais du mal à y répondre sur ces éléments-là, au-delà de la terre qui là, dans le ressenti, m'a l'air pas mal du tout, mais réellement sur les calculs acoustiques, je pourrais pas me prononcer. Pour la paroi vitrée, alors c'est toujours, c'est toujours une petite guerre généralement entre les architectes et les bureaux environnement, même quand on est en position d'AMO, sur lequel l'architecte veut du très lumineux et nous, on le voit souvent comme un risque de surchauffe. Donc, on a travaillé. Alors, nous, on a poussé pour qu'il y ait des facteurs solaires bas, au moins. Donc, c'est des vitrages de contrôle solaire sur les orientations est et ouest. Et même le facteur solaire sur la façade sud n'est pas si élevé que ça, je crois de l'ordre de 35%, donc c'est déjà un début de contrôle solaire. Et voilà, dans le modèle, ça réagissait plutôt bien parce que entre l'orientation, on va dire un bâtiment qui est traversant, qui s'ouvre au sud, à l'est, à l'ouest, qui a une grande hauteur et du coup qui par la tourelle va permettre de décharger thermiquement assez fortement le bâtiment, je ne suis pas vraiment inquiet sur la surchauffe. Bon, et puis, on nous parle du budget final au regard de l'enveloppe prévisionnelle. Alors, ça, c'est le grand sujet, ça. Ouais. Juste pour répondre à la problématique de l'acoustique, évidemment, avec Véronique Jandel, on s'est posé la question. On a fait une étude acoustique pendant le chantier par DB Term, qui est acousticien, et effectivement, on va mettre en place des panneaux acoustiques dans le bar pour un confort plus agréable quand le bar sera occupé. Peut-être que Véronique est revenue, donc elle pourra en dire deux mots sur l'acoustique. Et pour la question de l'enveloppe prévisionnelle, donc on est arrivé à 898 000 € hors taxes, montant de travaux. On est un tout petit peu au-delà des 900 000 par rapport aux ajustements de chantier. Il faut savoir que si on est arrivé à cette performance E3C2, c'est aussi grâce à des subventions que nous, on a montées au sein de la mairie, puisqu'aujourd'hui, on est subventionné quasiment à 80% du projet. Que ce soit travaux, études, assistants maîtrise d'ouvrage. Donc, ce qui est très rare, je crois qu'on est même les seuls à avoir été autant subventionnés. La région Normandie nous a même donné une bonification par rapport à l'exemplarité du bâtiment et la ligne de conduite qu'on a menée du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire sociale, économique et environnementale. Le département on a été soumis à la DETR avec 30% de subvention, vu les performances énergétiques, et on a répondu, on a coché toutes les cases, et notamment la partie inclusive, le département nous a donné 40%.
Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que nous, petite commune Foligny de un peu plus de 1000 habitants, on a aussi réussi ce pari de montrer qu'on peut y arriver, qu'il est possible et qu'avec des acteurs comme la région ou le département, on peut pousser les curseurs très loin. Parce qu'évidemment, sans les subventions, on n'aurait pas pu construire durablement. Pour quelle surface? À peu près 150 mètres carrés intérieur. Alors, Oui, c'est ça. oui, alors on a 140 mètres carrés en surface de plancher. Ah, Acoustique, et après, je peux un petit peu décortiquer le budget. Du Oui, coup, l'acoustique, au au moment du projet de la phase conception, on avait prévu un certain pourcentage d'acoustique, un certain nombre de mètres carrés par rapport à la surface du bâtiment. On les avait positionnés d'une certaine manière et en fait, arrivé au niveau du chantier, au moment où il fallait commencer de nouveau y réfléchir, on s'est dit que ce qu'on avait fait en conception, c'était pas forcément bien. Nous, on n'avait pas d'acousticien, donc on avait un petit peu estimé avec les petits ratios qu'on a. Et on s'est dit, bon, ça serait peut-être bien de voir comment se comporte ce bâtiment avec sa forme et ses matériaux, parce qu'on savait pas trop si la terre, peut-être on s'est dit, peut-être que la terre, finalement, c'est bien pour l'acoustique. Bon. Et en fait, non, l'acoustique, c'est pas bien du tout. On s'en est aperçu surtout quand on a dégagé la dalle béton, parce que après, on avait de la moquette, etc. Bon, il y avait pas mal de choses de chantier. Donc, à un moment, on s'est dit, ah, ça a l'air bien. Et en fait, non, pas du tout. Et du coup, on a retravaillé, et cette fois-ci, avec une petite mission d'un acousticien pour en minimiser, en mettre juste ce qu'il faut pour pouvoir avoir une acoustique confortable. Et on est parti avec des pilotes Natura en fibre de bois. Voilà. Pour le budget, le budget qu'a donné David, c'est compris espace extérieur. Si on enlève les espaces extérieurs, du coup, on est à 770 000 euros à peu près. Et en fait, la grosse part du budget, c'est la partie enveloppe du bâtiment, parce qu'en fait, c'est un bâtiment qui a une grande hauteur sous plafond, en fait. Hein. Voilà, c'est un lieu, c'est un grand volume. Donc, c'est difficile de le ramener à une surface, à un ratio au mètre carré. Si on le ramène à un ratio au mètre carré, c'est sûr que c'est un bâtiment qui est cher. Mais si on le ramène à un volume par rapport à un autre bâtiment, euh, qui, euh, qui pareil peut évoluer dans le temps et du coup on peut imaginer rajouter. On l'a amorcé dans le projet en mettant une petite mezzanine non accessible pour l'instant, mais l'idée de dire qu'on peut rajouter de la surface de plancher intermédiaire. Voilà, ça fait partie de la démarche. Si on compare avec un bâtiment qui a 3,20 m de hauteur sous plafond, nous, on a un volume deux fois plus gros. Voilà. Donc, on multiplie par deux le volume. Je sais pas si j'ai été clair. Alors, le poêle assure-t-il seul le chauffage du local? Si oui, puissance, quelle est sa puissance? Mais j'ai peut-être raté un commentaire sur le sujet. Aurélien, peut-être Oui, Aurélien, c'est pour toi. le poêle à bois. Non, j'entends, je recherche en même temps, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais oui, oui, il assure seul le chauffage de l'ensemble, tout à fait, sachant qu'il n'y a pas voilà, de batterie de chauffe ou de choses comme ça sur la ventilation naturelle. Donc, c'est le mur trompe, c'est aussi parce qu'on a un recours fort au bioclimatisme et qu'on a des surfaces vitrées généreuses que ça assure une partie du chauffage. Et sur le reste, donc le poêle à bois. Je suis en train de regarder en même temps la réponse de l'entreprise concernée. Ce poêle-là, poêle à granulés, donc. Qu'est-ce qu'on a en puissance? Est-ce
que vous le retrouvez? Les stratificateurs, non. Pas sûr. On peut continuer les questions et je vais vous apporter la réponse dès que je mets la main sur le chiffre. De savoir combien de kilowatts ça représente. Alors, y a-t-il d'autres questions? À savoir qu'on n'est pas obligé de taper la question, hein, on peut prendre la parole. Charline Il y avait Pontignon. Florence qui avait d'autres questions. Ouais. De dire quel était le rôle de chacun, si ça apparaît pas très clair entre maître d'ouvrage, maître Et d'ouvrage, AMO. Et maître d'œuvre et AMO. et maître d'œuvre. En tant qu'AMO, on est là pour valider, en fait, pour valider des propositions qui sont faites par la maîtrise d'œuvre. On n'est pas, on peut dans les échanges, à certains moments, être force de proposition, mais notre rôle, c'est absolument pas de se substituer à la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est de savoir si les éléments de preuve qui sont apportés ou les réponses qui sont apportées sont pertinentes au regard de la demande qui a été exprimée. Et donc, ça peut être, voilà, on parlait des modélisations, de dire, c'est quoi vos hypothèses de départ? Est-ce que nous, ça nous paraît pertinent? Tout un tas d'éléments sur lesquels le maître d'ouvrage, sauf s'il est vraiment sachant ou s'il a l'expérience des projets, il ne va pas forcément avoir ce regard-là, en fait. Pas un regard aussi technique sur les éléments qui sont fournis par la maîtrise d'œuvre. Un poêle à granulés, 9 kW pour le poêle à granulés. Donc, c'est pas au vu de la surface, c'est pas un gros poêle à granulés. Charline Bonsoir. Oui, moi j'avais une question notamment par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Véronique, comme quoi il y avait eu des échanges avec des fabricants et des entreprises pendant les études. Je voulais savoir comment ça avait été possible et comment ça s'était transcrit après dans le descriptif de l'économiste et dans le chiffrage, parce que j'imagine que ces postes-là ne sont pas forcément simples à chiffrer et à décrire, notamment au moment de l'avant-projet. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Oui, alors par rapport par exemple à la brique de terre crue, en fait on s'est rapproché de ces critères, hein. Bon, nous à Paris on avait été visiter leur atelier de fabrication. Il y avait eu une conférence, enfin, il y avait eu ça devait être pendant le confinement et ça avait été retardé sur tout un rassemblement colloque autour de la terre crue, etc. Donc du coup, en fait, on leur a demandé, on a récupéré les avis techniques, voilà. Je crois que l'économiste a directement discuté avec eux, voilà, les a appelés, tout simplement, quoi. Ensuite, par exemple, pour le bardeau, comme je vous dis, nous, on l'avait déjà étudié pour un autre projet et pour ce projet-là, en fait, j'avais cherché des entreprises, enfin, on faisait un projet qui était aussi en chaume. Donc, des chaumiers, il n'y en a pas 36 000. Et du coup, on s'était rapproché d'une entreprise qui fait du chaume, qui était en Bretagne, mais surtout qui travaillait sur les règles professionnelles chaume. C'est comme, en fait, on avait entendu parler de cette entreprise. En fait, il s'avère que cette entreprise faisait aussi du travail. Donc, du coup, on a discuté avec cette entreprise sur comment le travaillons, etc. Et du coup, après, on a appelé là où le papa se travaillons, donc c'était avec le papa qui récolte qui a ses champs de châtaigniers et qui coupe ses bardeaux et qui les prend à la main. Voilà, donc en fait c'est vraiment de se renseigner et d'apprendre, quoi. Voilà. Ensuite, après à l'appel d'offres, ça dépend. Là, pour le coup, c'est l'entreprise avec qui on avait travaillé qui est passée, mais c'est parce que je me souviens plus s'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient répondu. Mais, je sais plus Non, c'était la seule.
Oui, on est tombé sur une période aussi de lancement d'appel d'offres où le bois était le plus haut, très cher, et il y avait pas mal de marchés qui ne se faisaient pas, et du coup, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient répondu à l'appel d'offres. Peut-être qu'ils étaient les seuls. Voilà. Une seule. Mm. Avec une. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y avait d'autres matériaux. Je sais pas trop. Le travaillons, la brique de terre crue. Oui, c'est ce qu'on peut dire, c'est avec le bureau de contrôle, mais peut-être que quand j'étais déconnectée, vous en avez parlé, la difficulté ou pas de travailler sur ces nouvelles méthodologies avec les bureaux de contrôle, parce que par exemple, pour la toiture en Tavaillon, on a eu beaucoup de mal avec le bureau de contrôle à le faire passer en fait. Hein. Et à force, on passait par leur direction, leur haute direction, et sous réserve de quelques parapluies, on a pu faire cette couverture en Tavaillon, mais ça aurait pu ne pas se faire, quoi. Voilà. Et en fait, dès que c'est nouveau, c'est compliqué pour les bureaux de contrôle. Donc là, on a amené des preuves avec des projets qui avaient été faits, avec des formes de toiture, etc. Et en fait, on leur a proposé d'augmenter la lame d'air de ventilation sous toiture, de la passer à 10 cm pour qu'en fait, il y ait vraiment une bonne circulation d'air sous le bardeau. Et sous ces conditions-là, il a accepté. Voilà. Ça tombe bien, c'était la question d'après, donc tu vois, t'anticipes. Concernant les matériaux, on peut aussi parler du mobilier, Véronique, parce qu'en fait, on a eu un gros travail aussi sur les matériaux et par rapport au mobilier, puisqu'il était inconcevable, par exemple, d'acheter du mobilier neuf ou avec que du plastique. Voilà. Donc, on a aussi travaillé aussi sur le mobilier. Véronique, si tu veux en dire deux mots, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir cette démarche jusqu'au bout. Voilà, donc en fait, la mission mobilier, elle est venue plus tard, et toujours dans l'esprit de rester dans l'esprit du bâtiment. Alors, on a cherché du mobilier en recyclage, on a cherché du mobilier d'occasion, on a cherché dans beaucoup de beaucoup de domaines. On n'a pas tout trouvé comme on aurait voulu, donc il y a quand même du mobilier neuf. Mais par exemple, toutes les chaises hautes de bar, c'est du seconde main qu'on a pris. C'est une entreprise qui s'appelle Tricycle et qui récupère du mobilier de bureau et qui les revend. Voilà. Et tout ça avec de l'insertion. On a une grande table, pareil, c'est une société qui est basée sur Compiègne et qui en fait récupère du bois sur les chantiers et pareil en insertion à quelques modèles de tables ou de mobilier qui font dans leurs ateliers. Voilà, il y avait quoi d'autre, je crois mais bon, on avait vraiment cherché plein de pistes et puis après ça plaisait ou ça plaisait pas, donc il y a des pistes qu'on a abandonnées parce que soit c'était trop lourd, soit ça plaisait pas, soit voilà. Il y avait des chaises, on avait proposé des chaises qui étaient faites à partir de bouteilles recyclées. Mais c'est vrai, bon voilà. Donc il y a eu beaucoup de propositions et en fait après on a fait un mix. Compris. Oui, du coup, je voulais reposer la question parce que tout à l'heure, Véronique est malheureusement a eu un souci de connexion, mais par rapport aux évolutions pendant le chantier, tout à l'heure, tu disais que vous étiez laissé cette liberté-là jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi ça a porté, s'il te plaît? Eh bien, par exemple, ah oui, si, une chose importante, au début, on ne savait pas ce qu'on allait faire, où on allait prendre la terre pour l'enduit terre intérieur. Et en fait, on a dit, bon,
est-ce qu'on peut essayer avec la terre du site? Alors, le VRD nous avait dit, elle est pas mal quand même, votre terre, par rapport à l'argile. Donc, quand l'entreprise qui était chargée de la terre est venue, on lui a dit, bon, est-ce que vous pouvez regarder, nous dire, etc. Puis, donc, il a testé la terre, il a fait des essais, il l'a ramené chez lui, il a fait des essais, et en fait, on a pris la terre du site. C'est-à-dire que la terre, on l'a prise juste à côté, quoi, à 1 mètre du mur. Et il a fait tous les enduits de terre comme ça, 4 cm d'épaisseur sur tous nos murs paille. Hein, voilà, donc ça c'était plutôt sympa. Ensuite, ce que je vous disais pour l'acoustique, on s'est dit à un moment, on n'en met plus, et puis finalement, voilà, on en a remis, mais différemment et pas avec les mêmes matériaux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, il faut parler aussi de la conception du bar, hein, peut-être. Donc, c'est en menuiserie intérieure. Donc, ça, c'était quand même un poste important de mobilier qui est compté dans le montant des travaux et qui a été fait par un menuisier qui est juste à côté qui est pas très loin de celui. Et ça, bon, on avait fait un dessin, mais on a laissé un peu la liberté d'adapter suivant parce qu'on n'avait pas forcément, nous, le métier de menuisier, donc on accepte que des choses soient un peu différentes, hein, voilà, de nos dessins. Bon, je sais pas trop, peut-être des choses qui me reviendront. En tout cas, c'est un chantier qui prend beaucoup de temps, parce qu'en fait, voilà, on essaie toujours d'aller au bout des choses. Hein. Mais des super entreprises. Voilà, on a eu de la chance parce que franchement, que des entreprises qui ont joué le jeu, qui étaient intéressées, et ça, c'était vraiment très chouette. Alors, y a-t-il une récupération des eaux grises? Alors, oui, donc, non. En fait, on a un toilette, un lavabo, un évier, et voilà. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas aller vers ça. Par contre, on a réfléchi sur les eaux pluviales, mais pas en faisant de la récupération. Ça aussi, on s'était posé la question, puis on s'est dit, ben non, on va plutôt privilégier de garder toute l'eau à la parcelle. Donc, en fait, on a fait une terrasse. Au départ, elle était en enrobé végétal, mais voilà, ça c'est une évolution. Au départ, la terrasse, elle était en enrobé végétal. C'est vrai que la mairie voulait une surface qui soit, bah, qui soit pas. Et finalement, quand on a fait notre toiture en pavillon châtaignier, il s'est avéré que, en fait, le châtaignier, ça fait beaucoup de tanin. Et le tanin coulait et on voyait en pied, Je suis là. pas de pente, mais légèrement encore au-dessus. quelqu'un. Hein. Et D'accord. qui n'était pas récupéré par un chute-d'eau. En fait, on avait une ligne au sol, mais comme tracée à la main, marron. Pareil, on avait un escalier, une ligne marron. Donc, on s'est dit, bon, là, mettre un enrobé végétal blanc pour savoir qu'il va être tout de suite, pendant 1 an, il va recevoir du tanin parce que ça met 1 an, voire plus, à ne plus en avoir. On a dit, bon, on ne va pas faire ça. On va trouver une alternative qui sera moins chère, qui pourra être provisoire ou définitive, mais qui aura peut-être encore plus de qualité que ce qu'on avait prévu. Et en travaillant sur une idée du IRD, d'ailleurs, de l'entreprise modèle, on nous a dit, moi, j'ai fait ça à côté, donc on est allé voir ce qu'elle avait fait à côté. Et elle avait fait du sable compacté. Et donc, on a proposé ça et on a trouvé que c'était une bonne idée parce qu'il suffit de brosser un peu pour enlever toutes les lignes de tanin qui se seraient mises en place. Ça a une jolie couleur, c'est perméable et c'est naturel. Et on peut mettre des tables et des chaises de bar, c'est très bien. Voilà. Donc ça, c'était une évolution du projet qui était un petit peu
si c'est un problème qu'on rencontre. Alors, je précise que les documents qu'on a qu'on a présentés vont être mis en ligne sur le site de l'Ordre. Donc, pour tout ce qui est la liste des entreprises, par exemple, puisque c'est demandé en question, vous pourrez les avoir au dos du document principal, puisque il y a une page sur les intervenants. Alors, on nous demande de préciser la composition de l'enduit terre intérieur. Bah, terre et paille, terre et sable, c'est tout. Et un peu de paille pour faire le lion. Ah oui, pour pas que ça fissure, il y a eu un petit peu, peut-être sur la couche, oui, sur la couche de corps en fait. Peut-être du chanvre, je ne sais plus trop ce qu'il y a. Voilà. Ouais, sur la couche de corps. Mais bon, on a fait les essais comme dans les professionnels. Pareil. Il y a toute une explication pour le test, les enduits terre. Ils nous avaient proposé deux terres, donc notre terre du site et une autre. Et en fait, même si la couleur de l'autre était plutôt bleue, en fait, on n'a pas eu la terre du site. C'était vraiment bien de pouvoir le faire. Véronique, est-ce que peut-être tu peux couper ta vidéo parce qu'au niveau du son, c'est le débit global, mais au niveau du son, ça sature un peu. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est. Ouais. Ok. Non, c'est pas terrible pour moi la terre du site. Et on peut rajouter aussi que nous, maîtrise d'ouvrage, on avait organisé 2 ateliers participatifs où on avait invité la population et différentes personnes des alentours à venir faire des enduits terre intérieurs. Donc, on a fait ça à 2 reprises. On a fait 2 séances participatives, dont une animée par Aurélien Richard et l'entreprise Pieuvre. Voilà. Non, j'ai participé. Voilà, faut... Ouais, tu as participé activement. César, je n'ai pas participé, mais c'est tout. On a des photos où tu mets l'enduit en œuvre. Donc, oui, je sais que tu le fais. Ça s'appelle participer. Est-ce qu'il y a eu d'autres participations justement de la population, je ne sais pas, sur la réflexion par rapport à certaines questions, le nom, je ne sais pas, les extérieurs. Enfin, est-ce que les habitants ont été consultés pour d'autres questions et d'autres activités? Alors, on a fait. On pourrait peut-être parler de la réunion publique, ouais. Ouais, vas-y. Non, bah je peux plus la remettre tout à fait dans le temps, savoir à quel moment du début de conception c'est arrivé, parce que c'était ça, hein, c'était exposer un peu aux habitants le projet qui allait être au centre du village. Hein. Et voilà, il y a eu des réactions. En tout cas, ça n'a pas laissé ce projet qui, à l'image aussi un peu, on va dire, innovante ou un peu hors norme, n'a pas laissé indifférent. Il y a eu des réactions dans un sens ou dans l'autre. Ça a déclenché des débats. C'était parfois un peu houleux, mais c'est bien au moins. Voilà, les gens ont pu donner leur avis sur le projet en général. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même un combat malgré tout côté maîtrise d'ouvrage, puisqu'il a fallu prouver que l'argent public dépensé était dépensé utilement et que ce n'était pas une folie de la mairie de construire écolo. Et je mène encore ce combat aujourd'hui en disant que oui, il faut mettre les moyens financiers, matériels et il faut du temps, parce que c'est du temps malgré tout, et qu'il faut construire durablement pour avoir des coûts de maintenance moindres une fois que le bâtiment est en vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les mairies, les maîtrises d'ouvrage se disent non, on construit le moins cher possible, on veut un coût au mètre carré le moindre possible, et en fait, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner une fois que le bâtiment est en vie. Voilà. Donc, effectivement, la réunion publique au tout début, il y a 3 ans, a été assez rude. Pour moi, c'est une première. Aujourd'hui, ça a quand même évolué. Il y a 3 ans, pour vous donner une anecdote, on avait dans la manche libre Foligny à bar tabac 900 000. C'était le gros titre, donc sans avoir le pourquoi on avait dépensé, on avait mis 900 000 € dans un bar. Aujourd'hui, les articles sont différents.
Voilà. Donc, l'évolution quand même est là. Les gens ont compris pourquoi on avait fait ça, l'intérêt de la commune, l'intérêt des habitants, l'intérêt des gérants qui ont ce bar en location. S'il n'y a pas de questions directes, là, je voulais souligner quelque chose que moi, j'ai vu en tant qu'AMO, mais qui est assez, qui n'est pas une évidence sur tous les projets. C'est que, oui, d'un point de vue extérieur, des fois, il y avait des oppositions au projet, mais j'ai eu le sentiment que entre les différents acteurs du projet, que ce soit maîtrise d'ouvrage, AMO, maîtrise d'œuvre, entreprise, ça a été assez fluide et assez bienveillant. Ça veut dire qu'il y a eu des points de dissension, il y a eu des désaccords, il y a eu des explications, il y a eu des recalages, mais je n'ai pas eu l'impression que ça soit parti dans les tours, que ça relève d'une... Je veux dire, pour qu'un projet soit mené correctement à son terme, il faut qu'il y ait de l'intelligence sociale dans l'ensemble des acteurs. Et c'est pas, au bout d'un moment, les questions, elles sont plus techniques ou réglementaires, elles sont sur notre capacité à communiquer. Et j'ai trouvé ça assez admirable sur le projet, en fait. Que ça marche. Je sais pas toi, ton ressenti, David, en tant que maître Tout à d'ouvrage. fait. Tout à fait. Et pour répondre à la question de Charline, et concernant le côté participatif, oui, effectivement, on a fait 2 ateliers participatifs par rapport au bâtiment, et il est prévu de faire un atelier participatif aussi pour les espaces extérieurs. 2 carrés vont être mis à disposition dans le verger, et on va inviter les habitants, peut-être l'école, le centre de loisirs, à venir planter des bulbes, et ça va s'appeler le lancer de bulbes. Donc ça, c'est en cours. Il faut qu'on voie avec la paysagiste comment on va organiser tout ça. Mais ça va se faire au printemps. Voilà. Dans un deuxième temps, il y aura un atelier participatif pour les espaces extérieurs. 2 petites questions. Le temps d'amortissement du surcoût est-il calculé suivant les économies en consommation? La réponse est à qui? Aurélien, ouais. Alors non, pas directement, non. Sur certains postes, oui. Moi, j'ai fait ce calcul-là sur la ventilation, de dire on part sur la ventilation naturelle plutôt que de partir sur une double flux, par exemple. D'un point de vue consommation électrique, il y a 300 € d'électricité actuellement de différence par an. La différence, c'est que quand on économise quelque chose, on se projette sur le long terme. On ne sait pas combien on économise, mais ce qu'on voit, c'est, sans être visionnaire, on voit juste la tendance. Ça veut dire que le prix de l'énergie ne va pas baisser. Et donc troquer un coût d'investissement un peu plus élevé pour un coût d'exploitation plus faible, c'est aussi un pari sur l'avenir. C'est justement, on en parlait avec Arnaud Léon, avec le fluide aujourd'hui, de dire ça va être intéressant dans la première année de vie du bâtiment de faire un petit peu des retours, de dire combien le poêle à bois il consomme réellement, quelle est la consommation électrique du bâtiment, de confronter, parce que ça c'est aussi rarement fait, hein, de confronter des fois les calculs qui sont faits en amont avec la réalité de terrain. Et puis avec un usage du bâtiment que ni nous, ni la maîtrise d'œuvre ne peut anticiper totalement, en fait. L'usage d'un bâtiment, porte ouverte, porte fermée, la fréquentation, tout un tas de choses qui nous échappent. Donc non, il n'y a pas eu une mission globale demandée à la maîtrise d'œuvre d'un calcul en coût global. Ce qui rajoutait, ce qu'on aurait rajouté au prix des études de manière non négligeable. Quand on demande un calcul en coût global, on sait tout de suite que c'est rapidement 10 000 € de plus. Est-ce que le tarif de location va-t-il être, calculé en fonction des coûts réduits de performance énergétique de consommation en fait, du bâtiment? Non, nous, on ne l'a pas calculé comme ça. Alors là, actuellement, le loyer est de 600 € pour 50 mètres carrés. Dans le nouveau bâtiment, il sera de 800 pour 150 mètres carrés. Nous, on ne l'a pas calculé comme ça. On l'a calculé par rapport
à ce qui se faisait dans la région et surtout à ne pas mettre un loyer très haut, puisque le loyer est quand même très bas, en fait, par rapport à ce qui se fait, pour justement que les nouveaux gérants qui vont arriver au mois de septembre puissent augmenter les services qu'ils vont proposer et que ce bar fonctionne, voilà, et qu'ils répondent à plein de services au possible. Donc, non, on n'a pas fait comme ça, mais du coup, le loyer est quand même très bas par rapport à ce qui se fait par rapport au bâtiment. Une dernière question? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais tous vous remercier, en tout cas pour l'investissement et de préparation, notamment pour venir présenter votre projet et votre temps que vous avez consacré à ce webinaire. Et puis, je remercie vivement tous les participants et ceux qui sont inscrits pour venir voilà, écouter cette thématique d'alternative énergétique et conception de bâtiments. Voilà. Bien, je vous dis à bientôt. Et puis, merci à Juste vous. Oui, je t'en Juste un prie, petit allez-y. mot, l'inauguration du bâtiment est officiellement le 26 avril à 18 h, donc vous êtes tous conviés à venir voir ce bâtiment. Ça sera l'occasion de voir l'animation, puisqu'il y aura tout, il y aura un food truck, il y aura un concert, le bar, il y aura du monde, il sera en service, donc vous êtes tous invités à venir voir ce bâtiment. On pourra vous présenter voilà, de vive voix et vous montrer l'efficacité du projet. Ben, merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci. On a reperdu Véronique, oui. Oui. À bientôt. Merci beaucoup. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Salut.